Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition dont voici le sommaire. Nous débuterons avec une signature d'accord liée au télétravail entre Monaco et l'Italie. Ils sont plus de 4000 transalpins à être employés par la principauté. Nous ouvrirons une page sport avec un retour sur le e-prix de ce samedi qui a vu la consécration d'Antonio Félix d'Acosta. La réaction dans ce journal de Suzy Wolf, la directrice de l'écurie Rocket Venturi Racing, quant à la 12e et 13e place des pilotes Venturi. Et nous recevrons Alejandro Agag, le créateur de la Formule 2, qui cette année et pour la première fois est un championnat du monde. Nous reviendrons sur la victoire écrasante, et c'est un faible mot, de la Roca Team en Jeep Elite face à Gravelines Dunkerque, 122 à 69, presque le double de points. En football, l'ASM reprend la troisième place du classement devant Lyon suite à la victoire de Monaco face à Reims 1 à 0. Nous recevrons un supporter de l'ASM pour nous parler de cette très belle saison des Rouges et Blancs, que ce soit en championnat de France ou en Coupe de France avec le prochain match de demi-finale jeudi face à l'équipe de National 2 Rumilly-Vallière. Et enfin, alors que nous sommes au cœur du printemps, même si ce n'était pas flagrant aujourd'hui, nous allons vous faire vivre l'édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Un festival qui a lieu tous les 2 ans avec cette année la participation de Monaco. Mais avant cela, je vous propose d'en savoir plus sur cette signature d'accord entre Monaco et l'Italie, signature qui repose sur un domaine précis, celui du télétravail. Les détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Serge Prémont. Le télétravail existait avant la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais une chose est sûre, cette pandémie a renforcé cette méthode, ce moyen de travail à distance. Au-delà des résidents, parmi les salariés de Monaco, figurent aussi des Français qui habitent dans les communes de la Côte d'Azur, mais pas seulement. Les Italiens sont aussi nombreux, comme l'illustre et le prouve la signature de cet accord. Les personnes qui résidaient en France peuvent en bénéficier depuis quelques années maintenant. Et il y avait une attente de la part des personnes qui quotidiennement viennent travailler en principauté et qui résident en Italie. Et c'est cette demande qui est aujourd'hui prise en compte. Du coup, ce mode différent d'activité professionnelle peut leur donner plus de confort dans la vie familiale parce que ces personnes travailleront depuis leur domicile et donc n'auront pas à se déplacer le matin et le soir pour venir en principauté et puis pour retourner chez elles. Le télétravail est un mode différent mais qui fonctionne bien. Il participe aussi au développement économique de Monaco et à la prospérité de la principauté. È molto importante per i nostri connazionali che ogni giorno danno il loro contributo alla vita economica del Principato e questo accordo che conferma la nostra amicizia storica migliora le loro condizioni di vita e di lavoro e di questo siamo molto felici anche perché l'avanzare delle tecnologie consente anche di fare questo passo. Une signature utile donc destinée à plus de 4000 Italiens. Ce samedi, vous étiez peut-être dans les tribunes ou devant votre télévision pour suivre le e-prix de Monaco. Et si ce n'était pas le cas, petite séance de rattrapage. C'est le pilote portugais Antonio Félix d'Acosta qui a remporté cette septième épreuve de la saison au finish. Les pilotes de l'écurie Rocket Venturi Racing n'ont pas vraiment brillé, ont terminé à la 12e place pour Eduardo Mortara et 13e place pour Norman Nato. On écoute à ce propos la directrice de Rocket Venturi Racing. I think around Monaco it's always difficult when you don't qualify at the front, but I think Edo made up some positions. It was quite frantic on the last couple of laps, but unfortunately we finished just out of the points. Of course it's disappointing, but this is Formula E. Any small problem you have can cost you a lot on race day, and ultimately in qualifying we didn't quite get the most performance out of the car. But I think we have a strong package and we'll bounce back because, like you said, we have the capabilities to race at the front. We just need to have better luck next time. C'était Suzy Wolf au micro de Frédéric Elion. Restons sur le e-prix avec Alejandro Agag. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur du championnat de Formule E. Quelle a été l'évolution de cette compétition depuis sa création, depuis 2014? L'évolution de la Formule 1 a été vraiment extraordinaire et beaucoup plus rapide de ce que même nous avons pensé quand on a commencé cette aventure en 2014 avec la première course qu'on a fait à Pékin, en Chine. Et depuis là, le championnat a devenu un championnat du monde, le championnat de la FIA ABB, championnat du monde de Formule 1. Cette année, c'est la première année que c'est un titre mondial. Première année que c'est un titre mondial, c'est cette saison, saison 7. Et du début, on a avancé d'une façon très rapide. Il y a beaucoup de compagnies de constructeurs de voitures. Maintenant, on a des compagnies comme Mercedes, comme Porsche, Jaguar, Mahindra.
Venturi de Monaco a fait partie de la Formule 1 du début. Vraiment, on a eu une croissance incroyable. En quoi cette compétition est importante à vos yeux? Pourquoi avoir voulu créer un championnat comme celui-là? Moi, je suis depuis très longtemps dans le monde du motorsport. Je faisais les courses, j'avais ma propre écurie dans GP2, ce qui est aujourd'hui Formula 2, et j'étais toujours passionné des courses. Mais ça fait déjà au moins 15 ans, j'ai commencé à réfléchir qu'il fallait mettre l'environnement euh, et le motorsport ensemble, faire une compétition qui pourrait aider à évoluer des voitures plus propres, la mobilité plus propre, et les voitures électriques peuvent jouer ce rôle. Et c'est pour ça qu'on est tombé sur l'idée de faire un championnat électrique. C'est le président de la FIA, Jean Todt, qui a eu l'idée au début. On a dîné à Paris, déjà ça fait 10 ans, le temps passe très vite. Et là, on a eu cette première idée de lancer ce championnat. Et le reste, comme on dit, le reste c'est de l'histoire. Et maintenant, on est là avec la réalité du championnat ABB de Formule 1. Et vous avez su vous adapter à la crise sanitaire? Parce que l'année dernière, ça a été chamboulé, mais ça a été maintenu. Cette année, la Covid-19 perturbe encore l'organisation du championnat ou pas du tout? Bien entendu, la crise sanitaire perturbe beaucoup. Et si vous étiez avec nous à Monaco, il fallait passer des contrôles PCR. Tout le monde a passé des contrôles PCR pour rentrer dans le paddock, dans l'hospitalité VIP, etc. C'était vraiment très, très bien organisé, mais c'est un énorme effort. Il faut tenir tout le monde sûr, safe, et c'est un grand effort. On a dû annuler certaines courses, mais heureusement, il y a des places comme Monaco où toutes les choses sont très bien gérées et on a pu faire cette e-prix. Le retour du e-prix à Monaco, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette destination, cette étape à Monaco? Pour moi, Monaco, c'était du début un rêve. Je voulais toujours être à Monaco avec la Formule E. Dès que j'ai commencé, j'ai été, bon, avec le soutien de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, qui a été du début un grand enthousiaste de la mobilité électrique et particulièrement de la Formule E. On a eu son grand soutien, le soutien de la ACM, très important. Ils ont soutenu beaucoup le championnat et on a pu faire Monaco, mais avec le petit tracé, le port. Et cette année, c'est une première. Voilà, cette année, la grande première, c'est on est championnat du monde et on a fait le grand circuit de Monaco qui fait bien sûr une des parties plus importantes de l'histoire des courses et maintenant aussi de l'histoire de la Formule E. On était très contents et je suis très content qu'on a donné au public monégasque un spectacle de course fantastique que je pense on voyait depuis très longtemps pas dans le circuit de Monaco avec tellement de dépassements. Oui, c'est vrai que j'étais dans les tribunes avec un finish exceptionnel, oui, avec beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense. Félix Antonio da Costa a fait une course fantastique, mais aussi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'actions. Moi, le dépassement de Mitch Evans juste avant le casino, après la montée, ça, je ne voyais pas depuis longtemps. Ça a été vraiment une très, très grande course. Et je pense que Lucas Igras, il a dit que la FE, elle est faite pour Monaco. C'est vrai, c'est fantastique. Et que peut-on dire de la notoriété de cette compétition d'année en année? Est-ce que le e-prix attire? Est-ce que c'est une compétition suivie à l'international? Elle est très suivie, de plus en plus suivie, bien sûr, elle est nouvelle. Il faut penser que la F1, par exemple, elle est là depuis plus de 70 ans. Nous sommes une compétition plus jeune, mais sans doute, elle est très suivie, plus en plus. Les chiffres de télévision montent chaque fois et le public aussi qui vient sur les courses monte. On a vu pas mal de public déjà à Monaco cette année, même avec toutes les restrictions. On pouvait faire que 30% de la capacité. Mais les 2 dernières fois qu'on a été à Monaco, c'était plein. Et je pense que chaque fois, ça va être plus de public qui va venir avoir les courses de Formule E. Alors, on est en toute croissance. Dernière question, depuis 2014, en prenant du recul, est-ce que vous êtes fier, content de ce que vous avez accompli, la création comme ça d'une compétition, un championnat du monde de véhicules électriques? Bon, c'est pas que seulement que je suis fier, je suis content d'être là. Si vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit que j'allais jamais arriver, j'avais jamais faire la Formule E. Et une fois qu'on a commencé, le nombre de personnes qui m'ont dit tu seras mort dans un an ou dans un an et demi, il ne va plus avoir de Formule E. Personne ne va vouloir courir, t'avoir pas de pilote, t'avoir pas d'équipe. D'être ici après 7 ans avec cette force, avec cette énergie, avec ce moment. Et je pense qu'après la pandémie, l'environnement, c'est encore plus une priorité. Et les voitures électriques, je pense, vont avoir une adoption beaucoup plus rapide maintenant. Je pense que la Formule E est dans le meilleur moment de sa vie et avec un grand futur. Prochaine étape, en tout cas, du e-prix, le 19 juin au Mexique. Alexandro Agag, merci. Merci, c'est un plaisir toujours être à Monaco. Merci.
On reste dans le domaine sportif avec du basket pour son premier match. Après son titre de champion d'Europe, Monaco retrouvait la Jeep Elite dimanche contre Gravelines Dunkerque. La Roca Team a plus que dominé les nordistes avec une victoire 122-69. Reportage de Frédéric Elion. On pouvait se demander si la Roca Team avait encore la tête à Kazan et à son sacre européen, ou si elle allait arriver à switcher directement sur la Jeep Elite. Face à Gravelines Dunkerque dimanche, l'interrogation a été balayée et le verdict sans appel. Victoire 122-69, plus 53, troisième plus large victoire de l'histoire de la LNB créée en 1987. Monaco prend les commandes d'entrée, porté par un Marcos Knight hyperactif. Interception, panier sur deuxième chance après un rebond offensif. L'ancien joueur de Ludwigsburg inscrit 12 points dans un premier quart-temps ultra offensif, remporté 31-23 par la Roca Team. Dans le deuxième quart-temps, Ibrahima Falfaye fait le spectacle, une véritable machine à highlights, avec un alley-oop d'entrée, puis une présence des deux côtés du terrain, le gros contre en défense, suivi d'un dunk sur un bon service de Dibost. Malgré Bryant et Weber, le BCM explose face à l'intensité monégasque et encaisse un 29-6 en 10 minutes avec 15 ballons perdus à la mi-temps, 60-29 plus 31 Monaco. Le troisième quart-temps est celui de J.J. O'Brien. L'Américain au jeu si atypique marque 13 points en 3 minutes 30. La Roca Team a une réussite folle à 3 points. Gravelines Dunkerque n'y est plus, à l'image de cet énorme oubli sur repli défensif suite à un panier marqué. Morancy et Ware tentent de limiter la casse, mais le score est terrible à 10 minutes du terme du match, 95-56 pour Monaco. La Roca Team ne s'arrête pas de jouer, la barre des 100 points est passée sur ce fade-away de Gray. Johan Choupas participe à la fête, 8 joueurs à 10 points ou plus, énorme démonstration de Monaco qui écrabouille le BCM 122-69. I think early in the season we had a bad habit of being up at halftime and then playing bad in the third quarter. But we've done a good job, especially tonight, of just keeping our focus all the way through. So that was a good thing for us tonight. We got a lot of games coming up. We got not many days off, back-to-back games, like not many days in between. So focus is everything right now, taking care of our bodies, but also just handling our business in the game when we're supposed to. Place désormais à deux gros tests, en déplacement face à deux candidats directs au titre, mercredi soir à Dijon, puis ce week-end contre l'Asvel. Et nous suivrons cela. Du basket, on passe au football avec la victoire de Monaco à Reims dimanche en fin d'après-midi. 1-0, un but de Elliot Matazzo a suffi pour reprendre la place de 3e du championnat de France à 2 journées de la fin. Pour débriefer cela et parler de la saison de l'ASM, nous sommes avec un supporter. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Monaco gagne 1-0 face à Reims. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est que Monaco reprenne la 3e place ou repasse devant Lyon, contre qui ça a été chaud la semaine dernière? Alors le plus important, c'est bien évidemment la 3e place et cette place qui pourrait peut-être qualifier l'AS Monaco pour la Champions League. Mais après, c'est vrai qu'on goûte notre plaisir avec justement le fait de repasser devant Lyon, avec cette rivalité qui est liée aux différentes confrontations récentes avec Lyon. Donc c'est aussi un plus, en effet, quand on est supporter. De façon générale, comment vous la trouvez cette équipe monégasque? Je vais dire incroyable. Parce qu'en début de saison, on ne s'attendait pas du tout à voir un Monaco de ce niveau-là. Hein, vraiment, il y a la patte de Niko Kovac qui a imprégné cette équipe. Il y a eu ce changement d'entraîneur un peu brutal en début de saison. Et puis au final, tout a pris. Vraiment, on a un collectif qui fonctionne à merveille avec des vétérans et des jeunes joueurs qui ont énormément de talent. Et puis la discipline tactique de Niko Kovac fait que cette équipe maintenant trust les premières places. On a joué le titre pendant 2-3 matchs et c'est incroyable, quoi. Vous attendiez en début de saison, quand vous avez vu l'effectif, quand vous avez vu l'équipe à un tel résultat, être comme ça dans les 3 premiers? Alors c'est vraiment une surprise, mais une très très bonne surprise de voir Monaco à cette position-là dans le classement. Non, parce qu'en effet, on a eu beaucoup de jeunes joueurs qui forment cet effectif. On a eu le retour par exemple de Sofiane Diop, qui s'est révélé. Et également, on a beaucoup de vétérans qui, dans les saisons précédentes, ne performaient pas au niveau qui était attendu. C'est les jeunes qui les ont poussés peut-être, qui leur ont dit « attention, nous on est là ».
Je pense que c'est un peu tout. Je pense que c'est une mentalité générale liée au coach Niko Kovac qui a justement donné cette mentalité de guerrier à l'effectif. Et en tant que supporter, on est ravis, on est heureux. On passe une très belle saison. On a honnêtement un peu de chance d'être champion de France puisqu'il reste 2 matchs, il y a Lille et Paris devant nous. Mais cette saison, vous la trouvez quand même, j'imagine, vous le dites, particulièrement intéressante entre la Coupe de France où nous sommes en demi-finale jeudi, la qualification peut-être pour l'Europe l'année prochaine si on garde cette place de 3e. C'est quand même une saison exceptionnelle. Voilà, une saison qui peut-être sera clôturée par un titre, on l'espère, avec ce match en Coupe de France face à un adversaire à notre portée. Mais après, c'est aussi le petit poussé de la compétition qu'il faut le respecter. Justement, si vous deviez donner un message à ces joueurs de l'ASM par rapport à ce match-là, qu'est-ce que vous leur diriez? De le jouer à fond. Parce que c'est pas parce qu'on joue une équipe amateur qu'il faut prendre le match à la légère. Mais ça, je suis sûr que Niko Kovac leur a déjà dit, puisqu'il a cette mentalité de guerrier et qu'on joue les matchs à fond. En face, dans l'autre demi-finale, Montpellier face à Paris, vous pensez qu'on peut la gagner, cette coupe? Ça va être compliqué. Après, c'est sûr que si on a le PSG en face, en finale, par le passé, on a vu souvent que malheureusement Monaco perdait en finale face au PSG. Mais pourquoi pas? Les stats sont faites pour justement être renversées et contredites. L'ASM s'apprête à changer de slogan et d'identité visuelle. Le club tease en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça vous perturbe ou pas du tout? Pas vraiment, à vrai dire, je fais totalement confiance aux dirigeants de l'AS Monaco, au service de communication, qui pour l'instant ont fait un sans faute depuis l'arrivée maintenant en 2011-2012. Donc c'est un peu perturbant parce que le logo est actuellement parfait à mes yeux. Mais on va voir, toute nouveauté est bonne à prendre. Donc. On verra bien. Il reste à Monaco donc 4 matchs maximum cette saison, 2 matchs en Ligue 1 et peut-être 2 matchs, si tout va bien ce jeudi face à Rumilly-Vallière, et pourquoi pas une Coupe de France à la clé. Monaco a remporté 5 fois la Coupe de France et la dernière fois ça remonte à 1991. Merci Laurent d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Place au point info et c'est avec vous Christine Datomel. Bonsoir. Le tournoi de qualification olympique rugby à 7 approche à grands pas, Fabien, puisqu'il aura lieu les 19 et 20 juin prochains en Principauté. Le tirage au sort des équipes qui s'affronteront se tiendra ce mardi matin à l'hôtel Hermitage. Vous pourrez d'ailleurs le suivre en direct à 11 h sur Monaco Info. Un rendez-vous très attendu en Principauté qui réunira 24 équipes venues du monde entier. France, Irlande, Argentine, Brésil, pour ne citer qu'elles. La jeune prodige Stella Almondo vient de recevoir un prix, Christinda. Et oui, la jeune pianiste Stella Almondo vient de recevoir un prix à l'occasion du gala Awards Maria Callas qui se tenait aujourd'hui à la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Alors après avoir joué plusieurs partitions au piano devant un public conquis, c'est en présence du souverain que la jeune musicienne a été honorée. Un prix qui récompense son talent précoce. 2 nouveaux rendez-vous philosophiques à retrouver prochainement sur Monaco Info. Les rencontres philosophiques de Monaco proposent 2 nouvelles séries, Qu'est-ce qui nous arrive et Désir de philosophie. 2 rendez-vous pour mieux appréhender ce que nous vivons et comprendre les bouleversements induits par la crise sanitaire. Des rendez-vous qui donnent également la parole à des penseurs de différents horizons dont l'intention est de mener chacun à la réflexion. Alors retrouvez l'Instant Philo sur notre chaîne le mercredi à 22 h et le vendredi à 20 h 30, juste après le journal. Retrouvez cet été les bijoux de Diane Venet au Grimaldi Forum. Et oui Fabien, une exposition qui présente une collection de bijoux d'artistes qui s'est enrichie au fil du temps et des rencontres de Diane Venet. Référence mondiale, cette collection qui inclut des nouveautés est à découvrir du 11 juillet jusqu'au 19 août au Grimaldi Forum. Passionnée par l'art, Diane Venet a acquis son premier bijou d'artiste, une broche du peintre Roy Lichtenstein à New York en 1967. Mais c'est sa rencontre avec le sculpteur Bernard Venet en 1985 qu'il a décidé à constituer au gré de découvertes et de recherches une collection dédiée aux bijoux d'artistes. Alors 30 ans plus tard, cette collection compte plus de 200 pièces de petites et précieuses œuvres d'art. 180 d'entre elles seront présentées au Grimaldi Forum cet été. Le département des Alpes-Maritimes a lancé en 2017 un événement inédit, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Un festival qui a lieu tous les 2 ans au printemps et l'édition 2021 vient d'être lancée. C'est votre Focus Info du jour. Il est signé Christine Datomel et Thomas Deus.
La Côte d'Azur accueille plus de 11 millions de touristes internationaux par an. Elle est une destination phare pour ses nombreux attraits, mais elle est aussi une terre d'élection des fleurs, des senteurs et de l'art des jardins et présente un savoir-faire mondialement reconnu. Dans le cadre de cet événement, dont la thématique cette année était le jardin d'artistes, un concours de création paysagère éphémère a été proposé sur différents sites de la région. 24 créations uniques, dont 13 en compétition. Fort de ses atouts, la principauté de Monaco a présenté 2 créations éphémères. Installées sur les terrasses du casino, ces jardins ont été présentés ce dimanche au jury du concours ainsi qu'à la marraine de l'édition 2021, la comédienne Audrey Fleurot. Comme beaucoup de Parisiens qui ont vécu une année difficile, enfermés dans des appartements, j'ai qu'une envie, c'est de voir du vert. Hein, et j'ai la chance depuis peu d'avoir un jardin. Et donc c'est mon nouveau, c'est mon nouveau hobby. Et je me suis dit que j'allais glaner plein d'informations, plein d'idées. Et puis c'est vrai que voilà, après 16 mois difficile. Je trouve que ces petites parenthèses enchantées m'émerveillent. Et puis aussi, j'aimais bien la thématique de cette année qui est Jardin d'artistes. Je trouve ça super intéressant de voir comment les créateurs se sont emparés chacun de cette thématique. Et c'est vrai que c'est à chaque fois on traverse un petit moment magique, c'est une histoire qu'on vous raconte, vous vous posez. 2 jardins éphémères ont donc été créés face à la mer, un lieu enchanteur où tous les rêves sont permis. Imaginé par 2 artistes paysagistes, ces créations s'intitulent D'un rêve à l'autre et Libérer les nanas. It is because I want to make a surreal garden. And I always think if landscape design and gardening is a form of art, it should also be applied like all the other form of art, like painting, sculpture, writing poetry, that you also could express it in a surrealism way. Cette thématique du jardin d'artistes nous était chère, déjà parce que dans notre travail de paysagiste, on aime détourner les choses, on aime apporter des codes artistiques, à la fois sur le design, sur le végétal, sur ces éléments-là. Et Niki de Saint-Phal est une artiste qui, en tout cas, moi m'est chère, mais nous est chère, qui est une femme, et qui est une femme qui a, au travers de son travail, notamment dans la série Les Nanas, qu'elle a mis en scène dans les années 70-80, où elle rendait hommage, et plus que ça même, elle mettait en avant les femmes, leur force, leur diversité. Et aujourd'hui, c'est en tout cas un sujet qui est important. Et il faut que ce sujet-là, des femmes, de l'égalité, soit comme ça porté, mis en avant. Et on pensait qu'on pouvait faire un parallèle justement entre cette diversité végétale dans un jardin et de parler de cette diversité-là, de ces formes, de ce rôle, de ces couleurs-là, et que c'était le lieu idéal en tout cas pour en parler. Actually, this festival could really happen for me. It's very dreamy, because in this pandemic, I think that last year and this year, a lot of festival was cancelled, and so because of this, people want to have a more dreamy landscape. They want to escape from something else, from the reality, and so I would like to make something that could create this feeling. L'art et les jardins constituant un terreau d'émotions et d'inspiration permettant de transmettre un message écologique fort, il était donc tout naturel pour Christophe Gautran de favoriser la biodiversité à travers son jardin. Un projet éphémère, de par sa nature, n'est pas forcément écologique parce qu'il est monté, puis détruit, jeté. Et nous, dans ce cursus-là, en tout cas dans ce cycle-là, c'était très important de concevoir un projet qui allait avoir une première vie éphémère, puis une seconde vie pérenne. Et pour cela, on a travaillé avec des matériaux justement plus qualitatifs que dans un projet éphémère classique, mais la qualité de ces matériaux-là permettent de leur donner justement une seconde vie et on va essayer de travailler en tout cas avec Monte Carlo pour retrouver une mise en scène plus pérenne dans la ville et de remettre en scène ces bacs-là, ce végétal. En tout cas, tous les éléments seront repris et ne seront pas jetés, ce qui est vraiment aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important quand on fait des projets de cette nature-là. Je trouve ça super, il y a plein de jeunes qui sortent des écoles, qui nous ont présenté leur jardin. Et je trouve ça super justement de leur donner la possibilité
d'éventuellement travailler directement à la sortie. Donc voilà, j'ai glané plein de cartes, j'ai glané plein d'idées, ne serait-ce que ce que vous voyez derrière vous là, qui est absolument une idée géniale de bac de bac banc. Je trouve ça super. Je crois qu'il n'y a pas eu un jardin où j'ai pas eu une envie. Celui-là, il est super aussi parce qu'il est totalement métaphysique. Enfin, il y a plein de choses à glaner, mais le fait est que moi, ma maison, elle est en Normandie. Alors, en termes de végétation, je vais peut-être pas pouvoir me lancer dans du palmier et du bananier. Et c'est en fin de journée dimanche que le palmarès a été rendu. Après un choix difficile, le jury a décidé de récompenser la création Contemplation installée à Cannes dans les jardins de la Villa Rothschild. Le Festival des Jardins de la Côte d'Azur vous donne rendez-vous jusqu'au 9 juin pour découvrir ces différentes créations paysagères. Des conférences et des animations se tiendront également sur tout le département. La Principauté de Monaco a quant à elle décidé de présenter ces créations éphémères durant tout l'été. Pour l'occasion, la direction de l'aménagement urbain a elle aussi créé un espace comme un reflet de l'infini. Lorsque vous pénétrez sur le site, un jardin aux 1001 couleurs et aux nombreux reliefs vous accueille comme une invitation au voyage et au dépaysement. Passons prévision météo de ce mardi. Au programme de demain, temps couvert avec un risque élevé d'orages et d'averses. De fortes rafales pouvant aller jusqu'à 34 km/h traverseront la région du côté du thermomètre. Il fera 13 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h08 et se couchera à 20h45. La température de l'eau sera de 15 degrés. Et mardi 11 mai, nous fêterons les Estelles. Merci Christinda. Vous avez l'habitude, après la météo, c'est au tour des photos du jour. Elles ont été prises par Michael Alési et consacrées, nous en avons largement parlé, à la 3e édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Ce journal est terminé. Il est temps de se quitter momentanément puisque l'on va se retrouver dès mardi 19h. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Merci de votre fidélité. Au revoir et portez-vous bien.